Shalom et merci d'être Lumière du Monde Télévision. Elview, le plateau réservé exclusivement à l'élite sur votre télévision, reçoit Madame l'ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire, son Excellence Anne Lougon-Moulin, dont les compétences diplomatiques couvrent la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Avec notre invité, nous parlerons naturellement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Suisse et nous parlerons aussi et surtout des atouts économiques, touristiques, culturels de son pays. Avec elle donc, nous aurons 52 minutes de télévision pour mieux connaître la coopération ivoiro-suisse et aussi la Suisse. Excellence, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de nous faire l'honneur d'être sur ce plateau. Merci à vous. Je ne serai pas seul à vous interroger sur ce plateau. J'aurai deux consoeurs qui vont nous accompagner dans nos échanges. Il s'agit de Ségui. Bonjour Ségui. Bonjour. Bonjour, madame. Comme on le dit chez nous, à Kouaba. Merci. Juste à côté de Ivan Ségui, nous avons Priska Malan. Bonjour, Excellence. Bonjour, madame. Encore une fois, bienvenue. Merci. Alors, vous retrouvez Priska Malan dans les matinales de Lumière du Monde Télévision et vous retrouverez Ivan Ségui dans le journal de Lumière du Monde Télévision. C'est tous les jours la diffusion est à 18h30, diffusion à 21h. Excellence, nous sommes très heureux, comme je le disais, de vous recevoir sur ce plateau. Cela dure combien de jours, combien d'années que vous êtes en Côte d'Ivoire? Ça fait 4 ans et 7 mois. 4 ans et 7 mois. Oui. En 4 ans, l'hospitalité africaine, quel commentaire? L'hospitalité, la gentillesse ivoirienne, sa chaleur, les rapports humains qui sont tellement sympathiques, amicaux, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a vraiment beaucoup marqué. C'est un pays extrêmement attachant. Donc, en plus de la chaleur tropicale, vous avez la chaleur humaine. Exactement, c'est exactement ça. Oui, oui. Merci, Excellence. Né le 2 décembre 1971 à Martigny, en Suisse, notre invité du jour a grandi au sein d'une ville touristique et culturelle favorable aux rencontres et aux échanges. Loin d'établir une relation entre sa ville d'origine et sa fonction actuelle, Anne Lougon-Moulin, aujourd'hui ambassadeur de la Confédération suisse en Côte d'Ivoire, a naturellement développé les aptitudes d'hospitalité et de tolérance culturelle. À la fin de sa formation universitaire en 1997, elle obtient un master en économie du développement et stratégie politique à l'université de Nottingham en Grande-Bretagne. Dotée d'un parcours professionnel et remarquable, notre invitée fait ses premières preuves en qualité de collaboratrice scientifique au secrétariat d'État à l'économie à Berne en 1997. De 2001 à 2003, elle occupera son premier poste en Afrique sous la coupole des Nations Unies en qualité de chargée du programme alimentaire mondial des Nations Unies au Rwanda. Elle intégrera le département fédéral des affaires étrangères à Berne et occupera différentes fonctions de 2003 à 2013. Anne Lougon-Moulin sera respectivement nommée ambassadeur, chef de la division Afrique subsaharienne, précisément à la direction politique au département fédéral Affaires étrangères à Berne de 2013 à 2019, puis ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée en 2019, poste qu'elle occupe jusqu'à ce jour. Excellence Anne Lougon-Moulin a également le pied dans l'univers artistique et littéraire, peintre, pianiste, mais aussi écrivaine. Son Excellence compte à son actif un ouvrage très documenté sur l'acuité visuelle qui augmenterait son vers, correcteur mieux voir pour mieux vivre, est le nom de cet ouvrage qui retrace une expérience personnelle, miraculeuse, personnelle. Mesdames et messieurs, voici présenté notre invité du jour, son Excellence Anne Lougon-Moulin, ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire. Merci Ségui, Excellence. Nous venons de parcourir votre biographie. Auriez-vous quelque chose à ajouter? Écoutez, je suis impressionnée du tableau qui a été brossé, donc je ne vais rien ajouter du tout. Elle était très précise, très exacte, donc je dirais à ajouter. Merci. Peut-être un mot, j'ai beaucoup travaillé
À part les maintenant presque 20 ans aux affaires étrangères, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la corruption, la lutte contre la corruption, au sein de 2 ONG en Suisse. Donc j'avais des attributions sur la Suisse et aussi à l'international, dans la société civile. Sur ce sujet, j'ai beaucoup écrit sur le sujet. Voilà. Merci. Son Excellence, il a été dit tout à l'heure dans votre biographie que vous avez écrit un livre « Mieux voir pour mieux vivre ». Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en quelques mots? Bon, déjà, comment ça se fait que je suis arrivée à écrire un livre sur ce sujet? À fin 2018, j'avais une myopie de 8 dioptries, ce qui est absolument énorme, et elle faisait que d'augmenter. Donc, chaque 6 mois, j'étais censée changer mes lunettes, avec aussi tous les risques que cela comporte. À certains niveaux de myopie, vous avez des risques internes à l'œil assez profonds. Je me suis dit, bon, ça fait 30 ans que mes yeux continuent d'évoluer vers toujours plus de myopie. On me dit, ça va passer, ça va passer, ça va passer, il faut juste mettre des lunettes plus fortes. Ça ne passe pas. Donc, j'ai cherché une autre méthode. J'ai creusé, creusé, creusé. Je suis tombée sur la méthode Bates, qui était un ophtalmologue américain au début du XXe siècle. Donc, c'est une méthode qui a 100 ans d'âge, que j'ai appliquée, je dirais, de manière très disciplinée pendant 2 ans. Okay. Et cette méthode, elle comporte 2 ou 3 volets. La première, c'est de faire bouger les yeux, retrouver la mobilité de l'œil, les muscles oculaires. La deuxième, c'est la relaxation. Relaxer les yeux, relaxer les muscles du visage. Et la troisième, c'est de porter le moins possible ces lunettes, même si on voit trouble. C'est ce que j'ai fait, et c'est vrai que mon acuité visuelle, elle a énormément augmenté. Alors, c'est pas miraculeux, je crois que c'est scientifique, mais malheureusement, c'est une méthode qui est très peu reconnue à l'heure actuelle. Mon acuité visuelle a bien augmenté, la myopie moins, mais l'acuité compense la myopie. Donc là, dans l'autre, je m'en sors assez bien. Et c'est ce que je retrace dans le livre. Mais évidemment, dans des contextes d'obscurité ou de clair-obscur, les lunettes sont quand même utiles, et bien sûr pour conduire. Je veux dire, il y a des moments où vous ne pouvez pas vous passer de vos lunettes. C'est un livre à vocation médicale. Est-ce que vous pensez aborder d'autres thèmes sociaux, par exemple? C'est médical, oui, non, parce que je ne suis pas médecin, donc je n'écris pas, je n'ai pas de légitimité à dire que c'est une démarche médicale. Ça a été une démarche personnelle. Je relate cette démarche. Non, médicale, parce que vous donnez quand même des conseils. Je relate la méthode. Après, je ne dis pas que ça peut donner, donc, chaque personne tel résultat. Je me garde bien de faire des prédictions. Je dis juste que chez moi, ça a marché jusqu'à un certain degré. Alors, à votre question, d'autres sujets sociaux, vous dites, c'est pas à l'ordre du jour, mais j'ai écrit une nouvelle, donc de la fiction, il y a quelques années, qui s'appelle Le Puits. Et j'ai écrit des poèmes qui ont aussi été publiés dans des revues. Voilà. Voilà, donc en dehors de la diplomatie, vous avez une plume littéraire. C'est bien cela. C'est ça. Alors, Excellence, pour revenir à votre fonction d'ambassadeur, à combien estimez-vous la population suisse en Côte d'Ivoire? Elle est à peu près de 310 personnes. 310 personnes. D'accord. Et cette communauté, elle vit essentiellement à Abidjan, ou elle est répartie sur tout le territoire? Essentiellement à Abidjan, un petit peu à Yamoussoukro, dans les abords de Yamoussoukro, c'est à peu près ça. Oui. Et dans quel secteur d'activité est-ce qu'on retrouve cette communauté en Côte d'Ivoire? Alors, il y a des gens qui sont dans le secteur privé, il y a des retraités, il y a pas mal de couples retraités, parfois binationaux, parfois des couples mixtes qui décident de venir passer leurs vieux jours en Côte d'Ivoire. Il y a aussi des adultes, des professionnels qui travaillent dans les ONG, dans les agences des Nations Unies, donc une population assez variée, je dirais. Alors, nous allons à présent parler des armoiries de la Suisse. Le drapeau suisse présente des couleurs, le rouge et une croix. Qu'est-ce que cela représente? Bon, selon la plupart des historiens, ça remonte à 1339 lors de la bataille de Laupen, et c'est la croix que portaient les combattants suisses sur leur poitrail. Et ça a été repris comme emblème au XIXe siècle, au moment où on a construit la Suisse moderne. La Suisse a eu sa première constitution en 1848. C'est là qu'on a construit aussi la Berne fédérale. Donc là, on a repris cette croix suisse, c'est de là que ça vient.
Alors, Excellence, la croix est pour la foi chrétienne tout un symbole, on dira, et très important qui marque le sacrifice de Jésus à la croix. La présence de la croix sur le drapeau suisse a-t-elle une explication particulière? Je viens de vous donner l'explication de la bataille de la Open de 1339. Il y a des gens qui disent que ça peut être lié à... Mais honnêtement, ce n'est pas ce que nous, on retient au département des Affaires étrangères. Nous, on a une version historique de cet emblème des combattants suisses du XIVe siècle. Les Suisses ont été des mercenaires pendant de nombreux siècles. Donc, il y a des traces historiques de ça, et c'est ça qui a amené à l'emblème au drapeau suisse au XIXe. D'accord. Et en fait, la Suisse était d'abord une confédération de plusieurs cantons. Comment s'est effectuée cette mutation pour devenir un État? C'est toujours une confédération. D'ailleurs, quand vous m'avez présenté, vous avez bien dit de la Confédération suisse. C'est très important. C'est toujours une confédération de 26 cantons. Simplement, à l'époque, chaque canton était totalement autonome, avait sa propre monnaie, avait ses propres frontières. Je vous parle du 18e, début du 19e. Donc, c'était comme des micro-États, mais qui avaient des relations entre eux de bon voisinage. Ensuite, il y a eu la Suisse moderne, et la Suisse moderne a unifié, donc union douanière, même monnaie, et a créé l'échelon fédéral auquel j'appartiens. Donc, moi, je suis représentante de toute la Suisse. Les affaires étrangères sont une compétence fédérale, mais les cantons restent extrêmement importants en Suisse. Je rappelle qu'au niveau fiscal, 40% des recettes fiscales sont prises par les cantons, 40% par les communes et 20% seulement par l'État central. Donc ça montre la puissance des cantons. La Suisse est quadrilingue. On y parle la langue française, allemande, italien et romanche. Comment cohabitent ces langues dans le quotidien des Suisses? Je crois qu'on a pas mal de chance, on cohabite bien. Alors maintenant, ce qui facilite peut-être, c'est que chaque langue est attribuée à des territoires. Donc vous avez la Suisse romande qui parle français, la Suisse alémanique qui parle suisse-allemand, la Suisse italienne qui parle l'italien, et les grisons qui, eux, se partagent entre le suisse-allemand, l'italien et le romanche. Ça fonctionne bien maintenant à l'école. Évidemment, nous, on apprend l'allemand, les Suisses romands, les Suisses alémaniques apprennent le français, les Suisses italiens apprennent les deux. Donc, dès qu'on bouge à l'âge adulte, on arrive à se comprendre. Vous ajoutez à ça le service militaire qui est obligatoire pour les hommes et qui les fait bouger dans tout le pays. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils doivent interagir entre eux. Donc, ça fonctionne assez bien, heureusement. Pas de problème de ce côté-là. Ouais. D'accord. Merci. La Suisse n'a entrepris aucune politique impérialiste en Afrique et n'a soumis aucune colonie à une époque où l'Europe se partageait l'Afrique. C'est un choix politique voulu? Oui, je pense que c'était voulu au moment où la question... C'est-à-dire, on n'était pas vraiment un État au 18e. Donc, il n'y avait pas d'État central qui aurait voulu dire on veut coloniser. Mais je pense que si on nous avait posé la question, ça ne nous aurait pas intéressés. La Suisse n'a jamais eu de vocation impérialiste, de vocation à chercher à s'étendre. Les cantons qui ont rejoint la Suisse l'ont fait de manière volontaire parce qu'ils y voyaient un intérêt conjoint, un intérêt de protection réciproque. Donc, je crois qu'on ne l'a pas fait parce que ça ne nous intéressait pas et parce qu'on n'était pas au moment de l'histoire où ça s'est fait suffisamment dans les circuits, mais ça ne correspond tellement pas à notre histoire, à notre mentalité, que je crois que ça ne serait jamais arrivé. Alors, pour enchérir sa question, Excellence, la Suisse, on le sait, a une politique très neutraliste. Est-ce que déjà, à cette époque, cette politique était dans les habitudes relationnelles de la Suisse? Oui, la neutralité nous a été proposée par l'extérieur. Ce n'est pas la Suisse qui l'a choisie, en fait. C'est les puissances autour de nous qui nous ont demandé d'être neutres. Quelque part, ça arrangeait peut-être tout le monde d'avoir un coin au milieu de l'Europe qui pouvait être un petit peu intermédiaire de tout le monde, sans gêner personne, se trouver au milieu de tout. Donc, on a une certaine tradition, mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est l'extérieur qui l'a proposé. Ce n'est pas la Suisse qui est venue toute seule avec cette idée. Cela serait dû à votre position géographique, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Peut-être, mais aussi à l'histoire. Justement, Madame demandait si on a eu des velléités impérialistes. Oui. Non, donc voilà, c'est un petit État qui se prêtait bien à ça. Alors, nous allons aborder le chapitre économie et environnement de cet entretien. L'économie de la Suisse est classée parmi les plus performantes au monde. Elle est parmi les 10 pays ayant le PIB, le produit intérieur brut par habitant le plus élevé. Les chiffres
de 2022 qui ont certainement augmenté parce que nous sommes en 2024. Alors, ces chiffres indiquent 92 000 $ par habitant. Alors, comment est organisée justement cette économie pour atteindre une performance aussi spectaculaire, on va le dire? Bon, déjà, les secteurs de l'économie, hein, on a quand même 35% du secteur secondaire, donc d'industrie, c'est beaucoup. 35% de notre PIB qui est uniquement dû à la production manufacturière de produits de machines extrêmement spécialisées, de haute technologie, à haute valeur ajoutée, qui donc se vendent à très bon prix et qui est extrêmement concurrentiel par les hauts standards qu'elle véhicule. Ensuite, on a les services, 60%, 65%, et puis on a 1%, c'est le secteur agricole. Ça, c'est juste pour vous donner un peu la structure de l'économie. Il faut savoir qu'il y a 120 ans, la Suisse était un pays pauvre. Les gens émigraient en masse. Vous avez des villes entières au Brésil, en Colombie, qui ont été créées par des Suisses qui ont émigré. Mes propres grands-parents ont émigré en France dans les années 30 parce qu'il n'y avait pas assez à manger là où j'étais quand j'étais petite, justement. Donc, on revient de loin. Alors maintenant, pourquoi? Je dirais pour une raison principale, c'est qu'on a investi dans l'éducation et la formation des gens. Je crois que ça, c'est le... Et on a toujours eu conscience qu'on n'avait aucune ressource naturelle, à part du sel, aucune. Donc, la seule ressource qu'on avait, c'était nous-mêmes, c'était les êtres humains. Et c'est ça qui a donné l'élan pour aller de l'avant. Et après, il y a eu des très bonnes décisions d'investissement, une gestion des fonds publics aussi très claire, très droite, avec une stratégie précise. Par exemple, le développement des trains. On a le réseau le plus dense du monde. Les trains vont partout dans la montagne. Tout ça, c'est tout des visions qui ont été développées au 19e siècle. Donc, je crois que c'est un mix de formation, éducation des gens et puis bonne stratégie de la part du gouvernement. Stratégie qui englobe aussi un grand libéralisme. L'économie est libre d'investir où elle veut. Alors, en termes d'investissement, nous allons faire un petit bémol. Dans quel secteur vous avez jugé bon d'investir dans les premières heures de votre pays? Dans les premières heures de votre pays, vous avez dit que à l'époque, la Suisse n'était pas un pays aussi flamboyant en termes d'économie. Vous avez une politique d'investissement. Tout s'est développé un peu de tous les côtés. Les machines, vous prenez le secteur des machines, Roche, les multinationales pharmaceutiques, Roche a été créé par un laboratoire, des laborantins au début du XXe. C'était 2 personnes au début. Okay. Aujourd'hui, c'est une multinationale qui gagne des milliards, qui est cotée en bourse. Nestlé, c'est la même chose. C'est une personne, d'ailleurs, qui n'est pas d'origine suisse, si je ne m'abuse, qui est arrivé au début du XXe, qui a dit « Ah, mais il y a peut-être quelque chose à faire avec le chocolat, etc. », qui a lancé Nestlé. Aujourd'hui, c'est un empire. Donc, les gens sont arrivés avec des bonnes idées, mais il y a toujours une personne à l'origine. L'État n'a rien fait. Ce n'est pas l'État suisse qui investit. L'État n'a pas l'argent d'investir. Ce n'est pas le rôle de l'État d'investir. Absolument pas. Le rôle de l'État, c'est de faire en sorte que les conditions économiques, les conditions de formation soient bonnes. Adéquates. Et de là, les choses émergent. Si les conditions sont favorables et vous avez des gens formés, les choses émergent d'elles-mêmes. Le secteur privé... J'oublie le tourisme, pardon de vous couper la parole. Le tourisme a été important à la fin du 19e, à la faveur des montagnes, de l'air pur, etc. Il y a eu les riches Anglais, notamment, qui se sont dit « Ouh, allons respirer le bon air de la montagne en Suisse ». Et ça a donné lieu à un secteur touristique de haute gamme, en altitude, qui est arrivé en fait assez tôt, à la fin du 19e, début du 20e. Vous avez déjà des très très beaux hôtels en Suisse. Excellence, nous parlons toujours économie. On le sait, l'économie suisse est axée sur les services, mais aussi l'industrie. Vous exportez. Et au nombre des activités économiques, la Suisse a cette tradition de la fabrication des montres. D'où vient cette tradition dans l'économie suisse? Ça, c'est par contre alors une compétence qui remonte au XVIIIe siècle. Sauf erreur, les Huguenots, donc les protestants qui ont été chassés de France, sont venus en Suisse, se sont mis progressivement dans le canton du Jura, en partie, et Jura vaudois. Et c'est de là qu'est née toute cette population-là qui a amené cette compétence et cette technique de faire les montres. Alors les montres, c'est le produit dérivé. C'était d'abord les horloges, les pendules, c'était ça qui était fait. Et puis petit à petit, on est arrivé vers la montre individuelle. Voilà. Le secteur financier suisse est une référence, un leader mondial en matière de gestion de fortune. Beaucoup d'assurance, beaucoup de sérénité. Qu'est-ce qu'a valu
cette confiance mondiale à la Suisse? Alors, je pense déjà une stabilité politique très forte. Vous avez un gouvernement, un exécutif qui est très, très stable dans le temps. Et ça compte beaucoup. La deuxième chose, c'est des gens très bien formés. La troisième chose, une forme de tradition aussi. Mais j'ai envie de dire, ce secteur financier, qui est toujours performant aujourd'hui, ne compte pour les banques que pour 5% de notre PIB. Il faut en être conscient. C'est 5%. Et les assurances, réassurances, au niveau mondial, parce que c'est des très grosses compagnies qui sont mondialisées mais basées en Suisse, c'est 4 ou 5% du PIB. Donc, c'est un secteur important des services, mais ce n'est pas tous les services. C'est 9 à 10% de notre PIB. Okay. Son Excellence, nous allons parler à présent environnement. Pour la première fois, les textes d'une conférence sur le climat, notamment la COP28 qui s'est tenue à Dubaï récemment, en décembre dernier, appellent à une transition hors des énergies fossiles pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Pensez-vous que le monde rejoint votre position sur la question du climat? Parce que déjà en 2021, à la COP26 à Glasgow en Écosse, la Suisse s'était engagée à ne plus financer de projets d'énergie fossile à l'étranger. Si le monde rejoint... Alors bon, il y a eu... les COP donnent les résultats qu'elles donnent et il y a tous les pays des Nations Unies qui y participent. Donc les déclarations finales, elles sont endossées. Après, évidemment, la mise en œuvre prend du temps. C'est des processus itératifs, longs, compliqués. Il y a différents facteurs exogènes qui empêchent parfois la mise en œuvre de ces déclarations. Mais nous sommes derrière le consensus qui s'est dessiné et nous n'avons pas vraiment changé de position. D'accord. Excellence, pour enchérir, est-ce que vous pensez que cette ambition, cette vision du monde de quitter l'énergie fossile progressivement est possible quand on connaît l'importance des matières comme le pétrole et autres dans l'économie du monde? Est-ce que c'est possible, cette vision? La question, c'est qu'on n'a peut-être pas le choix. Je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais on doit faire le pas vers ça. Après, c'est une question de cadence, une question de ressources personnelles. Chaque pays a son rythme. Mais, in fine, on ne pourra pas faire autrement. Il y a des... Et là, je vous le dis en tant que personne, hein, pas en tant que fonctionnaire suisse, il y a des villes aujourd'hui où vous ne pouvez presque plus respirer. Ouais, mais bon, il faut trouver une solution. Donc, plutôt que de prendre du pétrole, prendre du soleil qui lui, ne crée aucun problème d'air pollué, la balance, elle est là. Donc, je pense que la marche de l'humanité va vers ça. Maintenant, on est des pragmatiques. On est tous là à gérer, d'être un rouage dans un pays qui doit gérer ses difficultés. Chacun ira à son rythme. C'est un monde qui part à un rythme industriel, on va dire, effrayant. Mais en Europe, vous avez ce qu'on appelle l'énergie éolienne. En Afrique, nous avons le soleil. Est-ce que ce ne sont pas des solutions? Bien sûr, absolument. Il faut aller vers ça, absolument. D'accord. Quelle est la place de la problématique du réchauffement climatique dans les relations bilatérales entre qui lient les Ivoiriens et les Suisses? Alors, nonobstant ce que je viens de dire à vos collègues, on n'a pas beaucoup de projets dans ce domaine. Honnêtement, ce n'est pas le focus de nos relations. On a eu quelques actions ponctuelles sur la protection de l'environnement en matière de déchets, de gestion des déchets. Il y a beaucoup à faire ici. Donc ça, on a fait quelques activités avec la société civile. Et puis, on a des projets qui aident ou à la reforestation ou à la préservation des forêts classées via des ONG et des fondations suisses. Donc ça, c'est, je dirais, notre contribution, mais elle est très spécifique. Pas inutile, parce que ce sont des problématiques qui sont véritablement prégnantes en Côte d'Ivoire. Alors, parlons à présent en coopération ivoiro-suisse. La Côte d'Ivoire et la Suisse coopèrent depuis des années. Et déjà en 1960, la Suisse a reconnu l'indépendance ivoirienne. Donc c'est une fraternité, une coopération qui dure depuis longtemps. Nous sommes en 2024, plus de 60 ans après. Quel bilan faire, Ami Bakou? Alors, le bilan, je ne sais pas si je peux le faire sur les 60 ans. Moi, je n'étais pas née en 1960. Je peux faire un bilan sur les dernières années que j'ai couvertes, si vous permettez. Je crois que là, on est ravis des relations qui ont été poussées à un niveau supérieur par rapport à avant.
Il y a eu l'année passée pas moins de 4 ministres ivoiriens qui sont venus en Suisse, dont le ministre des Eaux et Forêts, dont le ministre de la Formation professionnelle. Cette année, on a eu le ministre des Affaires étrangères qui est venu à Berne, voir notre ministre des Affaires étrangères, il y a quelques jours, fin février. On a signé énormément d'accords, on y viendra peut-être. On a maintenant un portefeuille d'aide au développement, ce qu'on n'avait pas avant. L'économie suisse va bien, donc les entreprises suisses en Côte d'Ivoire continuent d'investir et continuent d'arriver. La Côte d'Ivoire est un pôle de stabilité régionale, c'est aussi un hub économique régional. Donc elle attire les quartiers généraux pour l'Afrique de l'Ouest de plusieurs entreprises suisses. Donc il y a comme ça plusieurs jalons en matière culturelle, on y viendra peut-être. On a signé l'année dernière un don au gouvernement ivoirien pour le premier musée d'archéologie de la Côte d'Ivoire qui sera, espérons-le, fini à la fin de l'année. Donc énormément de choses se sont produites, je pourrais encore allonger la liste, mais c'est juste pour donner quelques éclaircissements. Il y a eu d'autres choses avant. Hein. À l'époque de la crise, on a aussi soutenu l'ONUCI. Mais enfin, je ne veux pas revenir sur toutes ces choses historiques-là. Je ne crois pas que c'est le but. On pourra conclure que c'est une coopération qui se porte très bien. Très bien, absolument. Ça a d'ailleurs été rappelé par nos deux ministres à Berne il y a quelques jours. C'est cela. Alors, lors de la fête nationale suisse en 2023, Excellence, vous êtes félicité du renforcement de la coopération entre la Suisse et la Côte d'Ivoire. Vous avez annoncé que le commerce entre la Côte d'Ivoire et la Suisse a augmenté de 500 millions d'euros en 2022, ce qui classe la Suisse désormais au rang du 3e importateur des produits ivoiriens. Qu'est-ce qui justifie cette évolution dans les échanges ivoiro-suisses? C'est surtout, oui, on est même, je crois, à 1 milliard d'euros donc d'importation. Nous, on exporte d'ailleurs pour pas assez, hein, pour quelques dizaines de milliers, donc c'est pas assez. Essentiellement, la Côte d'Ivoire est quand même premier producteur d'un certain nombre, ou dans les premiers producteurs d'un certain nombre de produits bruts, et donc on importe beaucoup ça. Donc c'est ça qui explique. D'accord. Et si l'économie va bien, les échanges entre pays augmentent. Absolument, absolument. Alors, sécurité à présent. Ajacville, ville balnéaire dans le sud de la Côte d'Ivoire, est ouverte ce qu'on appelle l'Académie internationale de la lutte contre le terrorisme. Et la Suisse fait partie des pays qui participent au financement de cette académie. Qu'est-ce que représente le secteur sécuritaire dans la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Suisse? Alors, vous m'avez questionné sur la neutralité tout à l'heure. Alors, je peux faire un parallèle intéressant. On a eu un petit débat en Suisse quant à savoir si on pouvait financer cette académie, parce que c'est une académie qui forme plutôt au combat contre le terrorisme. Évidemment, contre ce fléau, il faut combattre, on en est conscient. Alors, est-ce que nous, comme État neutre, on peut financer quelque chose pour le combat? Et la réponse qu'on a trouvée, c'est oui, mais finançons alors les activités qui permettent de comprendre pourquoi il y a ces attaques. Donc, en fait, notre financement, il va dans le pilier 3 de l'Académie, qui est le pilier de l'Institut de recherche. C'est comme ça que la Suisse est devenue membre. Je m'en félicite, c'est très innovateur pour mon pays. C'est la première fois qu'on est membre d'une telle académie. J'espère qu'on va pouvoir continuer sur le long terme. Pour répondre entièrement à votre question, on est néanmoins actif au niveau sécuritaire par un autre gros projet, dont d'ailleurs j'ai lancé la deuxième phase hier, qui est un projet d'aide à la gestion de frontières par la formation des agents de police et des agents frontières. La première phase a couvert plus de 750 personnes, 12 postes de passage, points de passage comme on appelle. On a donné des équipements, on a donné des véhicules, etc. Et tout ça, le partenaire ivoirien, c'est le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qu'on assiste directement. Donc ça, c'est un autre volet, je dirais, de notre aide à la stabilité sécuritaire en Côte d'Ivoire. Et dans l'immigration irrégulière, la Suisse accentue son aide pour lutter contre ce fléau. 3 accords ont été signés avec les autorités ivoiriennes, ce qui témoigne de la volonté des deux pays de renforcer leur coopération dans la gestion de migration et la lutte contre la migration irrégulière. Pouvons-nous savoir le contenu de ces accords? Alors, il y avait comme vous l'avez dit, 3 accords. Un premier, c'est un accord de coopération. Le deuxième, c'était un accord de réadmission. Et le troisième, c'est un accord de suppression des visas pour les passeports de service et passeports diplomatiques. Et à la faveur de la signature de ces accords, ont démarré certains projets de coopération, dont celui d'ailleurs dont je viens de parler,
sécurisation des frontières. Donc en fait, ces accords migratoires servent essentiellement à donner des capacités, des fonds d'aide ici en Côte d'Ivoire à la Suisse. Son Excellence, vous parliez tout à l'heure de Roche, cette multinationale dans le domaine de la santé, une entreprise pharmaceutique suisse qui a offert un mammographe à l'INSP, l'Institut national de santé publique à Adjamé, l'une des communes du district d'Abidjan. C'est un engagement de la Suisse dans la lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Pourquoi cet engagement contre le cancer du sein en Côte d'Ivoire ? Alors, je parlais tout à l'heure de l'État qui n'investit pas et le secteur privé qui investit où il veut. C'est un exemple exactement de ce que je disais. Roche a décidé d'offrir ce mammographe. Roche est actif dans le développement de médicaments très haut de gamme et très spécifiques sur la lutte contre le cancer. Et ils ont souverainement décidé cela. L'État suisse n'a rien fait pour que Roche offre ce mammographe. C'est l'industrie suisse qui, d'elle-même, se dit « Tiens, en Côte d'Ivoire, il y a des besoins, le cancer n'est pas assez suffisamment traité, on peut faire des dons. » Bien sûr, ils peuvent aussi vendre leurs médicaments. En l'occurrence, ils n'en vendent pas beaucoup. Il y a surtout des dons. Et moi, j'ai été là comme représentante de la Suisse, et l'État suisse n'a pas payé ce mammographe. C'est vraiment les entreprises privées. Ça, je crois que c'est extrêmement important de comprendre pourquoi il y a le succès de la Suisse. Ce n'est pas l'État qui décide où les gens veulent être actifs. Et c'est ce qui donne la liberté d'entreprendre, d'innover. Si vous avez un espèce d'organe en haut qui veut être le chef d'orchestre de millions de gens, vous n'y arrivez pas. Et ce n'est pas efficace. Il faut laisser la société se développer d'elle-même. Voilà, Roche a décidé d'investir tout seul, mais j'étais ravie d'être dans la cérémonie. Alors, Excellence, toujours dans le domaine de la santé, nous savons que les populations africaines ont une durée de vie relativement courte par rapport aux Européens. Alors, le paludisme est l'une des premières causes de mortalité sous nos tropiques. Alors, la Suisse accompagne-t-elle la Côte d'Ivoire dans la lutte contre cette maladie? Et pour enchérir, Excellence, selon les chiffres du ministère de la Santé publique en Côte d'Ivoire, 63 000 enfants meurent de cette maladie par an et 33% du taux de mortalité hospitalière est dû à cette maladie. Alors, pour revenir à sa question, quelle est la place de la santé dans cette coopération? Alors, je vais être très franche avec vous. Actuellement, elle est nulle. On a plein de coopérations avec la Côte d'Ivoire, mais pas dans le domaine du paludisme. Vraiment pas. Durant le Covid, on a aidé le gouvernement ivoirien avec des vaccins, avec des mesures d'accompagnement, etc. Dans les grandes maladies comme le paludisme, l'OMS est actif et donc nous, via nos contributions à l'OMS, on est indirectement actif, évidemment ici, mais on n'a pas de projet direct sur la santé en Côte d'Ivoire. On en a sur plein d'autres sujets, sur la lutte contre le travail des enfants, les emplois décents dans le secteur agricole, l'employabilité des jeunes, les frontières, le cacao, tout ce que vous voulez, mais on n'a pas sur le paludisme. Mais il y a d'autres bailleurs de fonds qui sont très présents. Donc, il n'y a peut-être pas besoin de nous. Franck, si tu permets, est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé pour le futur? Non, pas à ce stade. Mais bon, on n'est qu'en mars 2024. Je ne peux pas parler pour un futur de moyen terme. Ça va? D'accord. Alors, Excellence, en 2023, une délégation du ministère ivoirien des Eaux et Forêts a séjourné en Suisse. Et pour un objectif précis, c'était en relation avec le projet de conservation et de réhabilitation du couvert forestier ivoirien, notamment la forêt classée du Cavalier. Aujourd'hui, ce projet d'ailleurs a été financé par la multinationale suisse Nestlé. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec cette coopération pour le couvert forestier ivoirien? Alors, la première phase, elle a été financée par Nestlé, puis la deuxième, qui a été lancée à la faveur de la visite que vous mentionnez par le ministre Laurent Gbagbo en Suisse. La deuxième a été signée en Suisse, et là, l'État suisse a mis aussi une partie. Et en fait, cette forêt classée, elle a été maintenant mise dans la catégorie des réserves naturelles. Donc maintenant, c'est toute la question de comment les gens qui travaillent autour de cette réserve peuvent continuer à travailler sans problème, comment on peut aider ces coopératives dans la durabilité, etc. Ça va dans cette direction-là, avec cette fois-ci aussi des moyens de l'État fédéral, et pas seulement du secteur privé. Vous avez une expérience
de la réhabilitation des couverts forestiers chez vous, en Suisse? Alors, c'est une bonne question. Bon, l'Europe a été énormément déforestée il y a de ça des siècles en arrière, hein, c'est clair. Au départ, c'était que des forêts. Maintenant, il y a beaucoup moins. Mais en Suisse, étonnamment, la forêt reprend du terrain depuis des années. Donc, en fait, on n'a pas grand-chose à faire. Elle reprend ses droits d'elle-même. Les ingénieurs forestiers doivent parfois élaguer un peu pour que ces arbres puissent bien pousser. Mais on n'a pas tellement de problèmes de déforestation actuelle où on devrait reforester. On a un écosystème qui fonctionne assez bien du point de vue des forêts. Nous allons rester sous les arbres, dans la forêt. L'Europe a connu ces dernières années des feux de brousse qui ont dévasté des hectares de forêt. Est-ce qu'en Suisse, on a eu à prévenir cette situation? Si oui, quelle est la politique de prévention qui a été développée à ce stade? Non, on n'a pas eu, parce qu'on n'est pas... alors, il y a beaucoup de sécheresse par rapport à avant. Donc, un jour ou l'autre, cette question va se poser pour la Suisse. Mais il n'y a pas au point où on doit encore prévenir ces situations. Par contre, on doit être prêt si ça arrive avec... Et c'est vrai, comme la France ou l'Espagne qui ont eu des feux massifs. Pour le moment, nous, ça va parce qu'on est au nord des Alpes, enfin, pour la grande partie du pays. Mais une préparation va être utile dans les années à venir, ça c'est sûr. Absolument. Alors, en 2022, Excellence, la Suisse et la Côte d'Ivoire ont signé un accord pour renforcer l'évolution de la science, la technologie et de l'innovation. Nous sommes en 2024. Où est-ce qu'on est aujourd'hui, le projet? Alors cet accord, en fait, que vous mentionnez en 2022, il prévoyait le transfert de fonds, d'un fonds ivoiro-suisse, qui était en partie géré encore par la Suisse, au FONSTI, qui est le Fonds d'innovation ivoirien, un transfert intégral à la Côte d'Ivoire. Et ça, en fait, c'est ça qu'on a fait. Maintenant, le capital est remis entièrement au FONSTI, qui le gère seul, sans avoir une tutelle ou une codirection par la Suisse. Ceci nous réjouit, ça marche très bien. Le FONSTI joue son rôle, il arrive à financer plusieurs projets de recherche. Je suis toujours, d'ailleurs, j'ai eu une cérémonie la semaine prochaine où plein de projets de recherche sont présentés dans leur conception et ils vont dire combien ils ont pu obtenir. Donc on est ravis de ça parce que c'est les Ivoiriens qui sont en charge maintenant. Nous, on n'a plus rien à faire. Et d'autant plus, on est ravis que le FONSTI et son homologue suisse, c'est-à-dire le Fonds national de la recherche scientifique suisse, ont décidé de co-organiser ensemble une conférence internationale au mois de juin qui aura lieu à Interlaken en Suisse, une conférence sur la recherche mondiale. C'est un très gros truc qui s'organise tous les 2 ans sur chaque coin de la planète. Pour la première fois, le Fonds national suisse va le faire en partenariat avec un fonds africain et c'est le FONSTI, le fonds ivoirien. Donc, je crois vraiment que cette collaboration, elle donne des fruits même qu'on n'avait pas anticipés. Les actions qui montrent bien que la coopération ivoiro-suisse se porte très bien. C'est bien cela. Son Excellence, comment des jeunes Ivoiriens pourraient-ils bénéficier d'une bourse pour poursuivre leurs études ou bénéficier d'une formation en Suisse? Alors de nouveau, puisqu'on est très décentralisé, les bourses, c'est en général les universités elles-mêmes qui les octroient pour certains programmes. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'aller sur Internet, sur chaque site d'université, et de regarder par programme si des bourses sont mises à disposition. Et ensuite, évidemment, il y a une procédure concurrentielle de soumission de dossiers de candidature, etc. Mais l'État suisse ne coordonne pas les bourses pour étudier en Suisse. Ça c'est parfois difficile à comprendre parce que d'autres pays le font. Nous, on ne le fait pas. C'est les universités qui décident. Parfois, nous, à l'ambassade, on reçoit des publicités de certaines universités. Ah, il y a tel cours, on a 5 bourses. Donc, on essaye de dire aux universités ivoiriennes, mais on n'a aucun mandat de coordonner tout ça. Et comment se présente aujourd'hui la balance commerciale entre la Côte d'Ivoire et Genève, notamment entre Abidjan et Genève? Et Genève? Non. Oui. Enfin, la balance commerciale, c'est d'un pays à un autre pays. Donc, on va dire de la Côte d'Ivoire à la Suisse. Okay. C'est plus d'1 milliard d'échanges d'euros, 1 milliard d'euros d'échanges.
à la grande faveur de la Côte d'Ivoire, la Suisse exportant pour, je crois, 50 ou 60 millions, quelque chose comme ça. Donc une balance largement excédentaire pour la Côte d'Ivoire. Abidjan a accueilli en décembre dernier la 3e édition du festival Genève Africa. Alors, j'aimerais savoir c'est quoi l'objectif de ce festival qui, je le rappelle, a été célébré en 2021 à Kinshasa et en 2022 à Cotonou. Écoutez, c'est un festival d'échange entre artistes suisses et artistes africains de ces divers pays que vous avez mentionnés. Là, l'édition de décembre l'année passée à Abidjan, c'était basé sur la parole, et en particulier via l'écrit et des paroliers. Donc, il y a des écrivains suisses et des performeurs suisses qui sont venus à Abidjan et qui ont travaillé en résidence avec des artistes ivoiriens. Il y a eu des panels, des séminaires. Il y a aussi eu de grosses performances à l'Institut français, des concerts. Voilà, c'est une initiative d'une ONG qui a été soutenue par le Fonds culturel de l'État suisse. Et c'est vrai que c'était vraiment bien qu'ils soient arrivés à Abidjan, c'était la première fois. Et on était ravis de ça, c'était ouvert par la ministre de la Culture d'ailleurs. Donc on suppose donc que ça va perdurer dans le temps? Je l'espère, oui, j'espère que les organisateurs ont été ravis de la Côte d'Ivoire et reviendront cette année ou l'année prochaine. Très bien. Excellence, on l'a dit sur ce plateau, en 1960, la coopération ivoiro-suisse naît. Nous sommes en 2024. Quelles sont les priorités pour cette année dans cette coopération? De cette année? Oui. Alors cette année, maintenant on aimerait voir le jour de cette coopération institutionnalisée dans le domaine culturel avec ce musée d'archéologie. On va aussi vers l'aboutissement de la signature d'un accord, mais ça suppose aussi des négociations. On a la formalisation totale de la Chambre de commerce ivoiro-suisse. On a une Chambre de commerce, on a 45 entreprises suisses ici, mais on doit reformaliser tout ça avec des statuts. Enfin, c'est assez compliqué au plan juridique, mais ça va être fait dans les prochaines semaines avec une assemblée générale. Et puis, on a certaines clôtures de gros projets et les phases subséquentes, donc des évaluations de projets qui donnent lieu ou non à des nouvelles phases. Voilà un peu ce qui est sur la table cette année. Alors, le musée d'archéologie, vous l'inaugurez dans un peu de temps, c'est ça? Ce sera, je pense, fin de l'année, début 2025. Parce que l'accord a été signé à fin décembre, juste avant Noël, décembre 2023. Et pourquoi un musée d'archéologie? C'est une idée qui nous a été présentée par le ministère de la Culture. Une entreprise ivoirienne a fait des fouilles. Alors, je ne me souviens plus du nom du village, c'est assez loin d'ici. Singacré, quelque chose, bref. Des fouilles pour faire un projet hydraulique, d'énergie hydraulique. Okay. Et puis, ils ont trouvé des vestiges archéologiques de plusieurs époques. Et ils ont rendu attentif le ministère de la Culture et ils ont même dit on est prêt à mettre un terrain à disposition pour un musée. Donc, ne jetons pas ces vestiges archéologiques, faisons quelque chose. Et la Suisse a décidé de mettre les fonds pour aider le ministère de la Culture qui n'avait pas forcément les moyens de le faire. Donc, en fait, c'est l'entreprise privée qui va gérer ce projet hydraulique et la Suisse avec le parapluie du ministère de la Culture par-dessus. Alors, un musée archéologique, vous apportez la contribution financière, mais derrière, il y a aussi le besoin de compétences en termes humains. Est-ce que la Suisse... C'est ça qu'on va négocier cette année, justement. Exactement. Ah, donc, ça, c'est encore la partie soft. Hein, quand on aura fait le bâtiment, mis les objets, il y a tout le reste encore. On va anticiper. Est-ce qu'il y aura une importation de compétences suisses en Côte d'Ivoire pour former? Il y aura des échanges. Il y a déjà, entre par exemple le musée Rydberg à Zurich, qui a une immense collection, c'est un musée privé, mais qui a une immense collection d'objets, mais pas archéologiques, d'objets d'art ivoiriens, et tout le temps en contact avec l'université Houphouët-Boigny. Okay. Il y a les professeurs de Genève, de l'université, la faculté d'archéologie, qui travaillent aussi beaucoup en Côte d'Ivoire. Donc, il y a déjà énormément d'échanges, en fait. Il suffit de mettre un peu tout ça ensemble et mettre un cadre à ces échanges pour aider ce musée une fois qu'il aura émergé de terre. Voilà, tu as bien dit. Excellence, nous sommes pratiquement au thème de notre entretien. Nous allons aborder les volets religion, cuisine et loisirs, des volets que j'aime très bien, parlant de la cuisine et des loisirs. Alors, en termes de religion, nous allons
écouter Ivan. Son Excellence, à combien pouvez-vous estimer la communauté chrétienne de la Suisse? Bon, c'est la grande majorité de la population d'origine, d'origine chrétienne. Maintenant, évidemment, à la faveur de la migration, notamment balkanique, dans les années 90-2000, il y a quelques pourcentages de musulmans, 6, quelque chose comme ça, 5-6% de musulmans. Il y a évidemment des juifs qui sont là depuis longtemps, sinon le reste, il y a un petit peu d'hindous, de bouddhistes, de nouveau à la faveur de la migration. Même d'ailleurs des compatriotes qui se convertissent au bouddhisme, c'est assez à la mode d'ailleurs. Mais enfin, ça c'est des petits pourcentages, l'essentiel est chrétien. Donc, la confession la plus dominante reste... Le protestantisme, protestantisme, calvinisme ou le luthéranisme dans les cantons essentiellement suisse-allemand, Genève et Vaud en Suisse romande et Neuchâtel. Excellence, quelle est la cuisine, sinon le mets préféré des Suisses? Écoutez, la cuisine suisse, au plan folklorique, elle est très simple. C'est souvent du fromage fondu parce qu'on était des bergers dans les montagnes. Et on faisait avec le lait des vaches, on faisait du fromage et on le faisait fondre devant un feu parce qu'il faisait froid. Donc ça, c'est la base très historique de la cuisine. Il est resté de ça la fondue et la raclette, mais ce sont des mets très lourds qu'on mange peut-être 2 fois par hiver quand il fait bien froid. Donc le reste de la cuisine, c'est une cuisine qui est européenne, qui est occidentale. Les gens mangent de tout. Vous avez aujourd'hui aussi beaucoup de cuisine asiatique, vous avez des restaurants éthiopiens, on trouve de tout en Suisse. Et est-ce que vous connaissez la cuisine ivoirienne et si oui, quel est votre mets préféré? Je connais un peu la cuisine ivoirienne, oui bien sûr. Alors ce que je préfère, mais on ne peut pas dire que c'est un plat, c'est un accompagnement, c'est aloko, ça j'adore. Mais sauce graine, j'aime beaucoup. Ah, ça. La sauce graine. Voilà. Ah, ok, d'accord. Je pense que Franck... C'est très goûteux. Elles ont de très bonnes doigtés, donc je pense qu'elles vont vous inviter ce jour à la maison pour déguster la sauce graine. En plus, c'est de sa région. Oui. Ah oui, ouais. C'est bien cela. Quelles sont les attractions touristiques en Suisse, Son Excellence? Bon, la Suisse est très connue pour ses montagnes. C'est un tiers du territoire qui est montagneux et très haut. Alors, j'étais il y a 3 semaines en Suisse et je suis montée sur le plus haut point de connexion au niveau mondial sur 2 pays que vous pouvez faire à ski à 4000 mètres. Vous pouvez monter à 4000 mètres, vous avez de la peine à respirer d'ailleurs, et avec une télécabine qui est chauffée, avec les sièges chauffants, vous arrivez à 4000 mètres et vous pouvez redescendre sur l'Italie. Donc évidemment, ce genre de choses, des domaines skiables à perte de vue qui font frontière et qui jouxtent l'Italie, la France, où il y a des très beaux hôtels, c'est ce qui a fait notre réputation. Les lacs aussi, c'est le château d'eau d'Europe. Des très beaux lacs avec des lacs de montagne, avec des montagnes qui tombent dans les lacs. Le Tessin, la partie italienne est très belle. Elle a beaucoup de lacs aussi, beaucoup de forêts. Et puis au plan historique, on a, contrairement à nos voisins, on a eu la chance d'être épargnés durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc toutes nos villes sont intactes. Donc les centres historiques des villes sont intacts. Et je viens d'une ville, j'habite une ville qui a la plus grande surface de ville moyenâgeuse en Europe intacte. Okay. Donc il y a énormément de trésors architecturaux en Suisse, mais c'est petit parce que c'est tout des petites villes, évidemment. Ce n'est pas des choses grandioses comme Paris ou Rome. C'est des petites villes, mais c'est authentique, ça n'a jamais été détruit. Voilà, nous sommes pratiquement au thème de cette émission. La dernière question. Avez-vous déjà fait du tourisme en Côte d'Ivoire? Oui, alors venant d'un pays de montagne, moi j'adore l'océan. Donc c'est là que je vais me ressourcer. Donc je vais à Assini, je vais à Grand-Bassam, San Pedro. J'aime beaucoup San Pedro. C'est une ville, donc ça bouge, mais on est au calme. Grand Bérébi, la baie des Sirènes. Voilà, j'ai aussi été bien sûr à Yamoussoukro, j'ai été à Korogo, à Boisseau. Donc j'ai pas mal visité. Il me reste Mans. Ça, c'est ce que je dois absolument faire, d'autant qu'il y a des montagnes. Donc il ne faut pas que je rate Mans avant de partir. Mais j'ai beaucoup aimé la Côte d'Ivoire, mais évidemment, pour moi, la valeur ajoutée immense par rapport à mon pays, c'est la beauté de l'immensité de l'océan. Merci, Excellence. La Côte d'Ivoire sort d'un grand championnat africain de football et les éléphants de Côte d'Ivoire
sont sur le toit de l'Afrique avec cette victoire historique, mémorable. Comment est-ce que vous avez vécu ces moments forts du football africain? Ah, c'était fantastique. C'était extraordinaire. Disons, si on regarde le parcours, c'est une leçon de vie que l'équipe ivoirienne nous a donnée. C'est pas seulement une leçon de jeu, une leçon de on a gagné. C'est quand vous êtes tout au fond, vous faites tout ce qu'il faut pied à pied pour remonter et vous y arrivez. C'est extraordinaire. Et personnellement, moi j'étais au match d'ouverture, on était invités, tout le corps diplomatique, puis j'ai aussi été invité au quart. Et au quart à Bouaké, à la 120e minute, les gens se sont mis spontanément à chanter l'hymne ivoirienne. Oui. C'était une émotion, je veux dire, j'ai jamais ressenti cette émotion pour l'hymne de mon pays. Donc c'était des moments extraordinaires. Et à la 121e minute, il marque. Donc je pourrais en parler des heures, c'était fabuleux. Fabuleux, absolument. On a vibré avec vous, autant que vous, presque autant que vous. Merci infiniment, Excellence. Nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau de Elview, mes collègues et moi, Ivan et Merci, Priska. Excellence, si nous vous demandions votre mot de fin, ce serait lequel? Écoutez, je vais partir dans quelques mois et je vais avoir du mal à quitter ce pays qui m'a beaucoup donné, beaucoup appris. J'ai vraiment beaucoup aimé ce pays. Ces paroles nous vondront au cœur. Merci, Excellence. Merci, Amis téléspectateurs de Elview, nous avons été très heureux de recevoir son Excellence Anne Lougon-Moulin, ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire, dont les compétences couvrent également le Burkina Faso, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Avec beaucoup de plaisir, nous vous recevrons sur un autre plateau de Elview pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Excellence, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bon retour. Merci. Merci infiniment.